Si on souhaite qu'on s'approprie cette norme, il y a un outil, c'est la formation. Et c'est ce que je voudrais voir dans cette deuxième partie, la question de la formation. Et je dis tout de suite que la place de la formation, elle est assez limitée. Alors, pour parler de la formation, on peut remonter au XIXe siècle. Vous me direz, c'est bien avant la massification, oui. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien que on a perçu, dès le XIXe siècle, que la formation, c'était un lieu majeur, à la fois d'élaboration et d'appropriation, surtout d'appropriation bien sûr, de la nouvelle norme. En fait, on a compris dès le XIXe siècle que quand la norme évolue, eh bien, si on veut que les acteurs se l'approprient, la formation est un outil très important pour cela. Et ce qu'il prouve, c'est que lors des deux grandes évolutions institutionnelles de l'école au XIXe siècle, on a créé des institutions de formation pour les enseignants. À savoir la loi Guizot de 1833. La loi Guizot de 1833, c'est l'une des lois les plus importantes de l'histoire de l'école française. La loi Guizot de 1833. Alors Guizot, G-U-I-Z-O-T, qui était président du Conseil sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe. En 1833, Guizot institue une loi qui oblige les communes à financer, qui oblige toutes les communes de France à financer ou à participer au financement d'une école. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs que les communes financent complètement, mais du moins elles doivent organiser le financement. Donc si elles trouvent une congrégation religieuse, par exemple, qui est prête à financer une école, on dirait que la commune a trouvé des moyens pour financer l'école, et la congrégation religieuse crée l'école. Bon. Donc à l'époque de Guizot, on a effectivement mis en place un réseau d'écoles, en laissant d'ailleurs la responsabilité aux communes, comme ça l'État obligeait les communes à le faire, mais c'est pas l'État qui faisait. On a mis en place un grand nombre d'écoles, il y a eu un essor important de la scolarisation, dans les années donc 1830-1840, et en même temps, Guizot ne s'est pas contenté d'obliger les communes à entretenir une école. Il a en même temps créé les écoles normales d'instituteurs. Vous savez que les instituteurs étaient formés jusqu'en 90-91, ils étaient formés dans ce qu'on appelle des écoles normales. Et c'est Guizot qui les a créées, parce qu'il avait bien compris qu'à partir du moment où on crée un réseau d'écoles, eh bien il faut un réseau d'institutions de formation. De même, quand les républicains refondateurs autour de Jules Ferry créent l'école gratuite, laïque et obligatoire par les lois de 1880-1882, eh bien ils créent des écoles normales supérieures. Alors, il existait déjà une école normale supérieure qui formait des agrégés pour enseigner dans les lycées. Et ça depuis 1794, depuis la Révolution française, mais avec les républicains refondateurs, on crée les écoles normales primaires, notamment de Sèvres et de Saint-Cloud, pour justement former les formateurs d'enseignants. Voilà, on y formait essentiellement des formateurs d'écoles normales d'instituteurs. Donc voilà, à chaque étape de l'évolution de la norme de l'école, eh bien, on a créé des institutions de formation. Alors, avec la massification des années 60, 70, 80, qu'est-ce qu'on a pris comme initiative autour de la formation des enseignants? On en a conscience dès les années 60, de la nécessité de renouveler la formation des enseignants du fait de la massification, du fait de l'explosion scolaire. On en a conscience, et ça a été très bien affirmé à un moment très très fort, qu'on a appelé le colloque d'Amiens. Le colloque d'Amiens, donc à Amiens en Picardie, s'est tenu en mars 1968. En mars 1968, on fait un colloque sur la formation des enseignants. Et là, on attendait 250 personnes. Et surprise, il y a 620 personnes qui viennent, c'est un grand succès, vous avez 17 recteurs qui sont là. Vous savez, le recteur, c'est celui qui représente le ministre dans chaque académie. Il y en a un par académie. Donc si vous en avez 17, ça veut dire qu'ils sont presque tous venus, quoi. Voilà, donc vous avez des recteurs, c'est le ministre en personne, Alain Perfit, qui vient faire l'allocution de clôture du colloque. Donc
ça a été un moment très très fort. Et tous les gens qui y ont participé disent qu'ils ont vraiment eu le sentiment que on était à l'aube d'une très grande transformation. Et quand on lit la presse de l'époque, les journalistes aussi sont enthousiastes et tout le monde se dit mais c'est formidable, c'est le début de la révolution, l'école va se transformer. Bon, malheureusement, il y a eu 2 mois plus tard, il y a eu ce que vous savez, puisque mars 68, c'est 2 mois avant le mois de mai. En mai 68, tout ce qui s'est passé en France fait que la priorité, ça n'a plus été de transformer l'école, mais la priorité pour le gouvernement, après mai 68, c'était se protéger des dangereux gauchistes. Donc, toute idée de changement a été revue à la baisse après mai 68, et on a donc très vite oublié le colloque d'Amiens. Il n'empêche que le colloque d'Amiens s'est conclu sur l'affirmation d'une priorité. Et cette priorité, c'était la formation de ce qu'ils appelaient à l'époque des centres universitaires de formation des maîtres. L'idée de former ensemble, dans des centres communs, qui a un statut universitaire, des instituteurs, donc professeurs des écoles comme on dit aujourd'hui, et des professeurs du second degré, et de les former ensemble, estimant qu'ils sont professeurs d'une même école, puisque l'école s'unifie, est en train de s'unifier en 68. Hein. Là, on construit à l'époque, vous savez, un CES par jour, enfin on inaugure un CES par jour, parce qu'on ne construit pas en une journée, mais voilà, on inaugure énormément de CES, et les CES sont l'ancêtre du collège unique, où on a toutes les voies de formation réunies. Donc, au colloque d'Amiens, on affirme la nécessité de créer ces centres de formation pour les maîtres de l'école massifiée. Alors, c'était en 68. Quand est-ce qu'on l'a fait? Puisque ça correspondait bien à l'évolution, c'était le moment de le faire en 68. Eh bien, en fait, c'est fait en 1989. C'est fait par la loi d'orientation de 1989, j'y reviens, celle qui met l'élève au centre. Elle prévoit aussi, la seule disposition vraiment contraignante de la loi de 89, c'est une loi qui énonce surtout des principes, hein, c'est une loi d'orientation, c'est surtout une affirmation de la norme. Et cette loi d'orientation de 89 est la seule mesure contraignante qu'elle contient, c'est la création d'instituts qui seraient chargés de former l'ensemble des maîtres. À l'époque, on appelle ça les IUFM. Les IUFM, ce sont les instituts universitaires de formation des maîtres. Ça rappelle beaucoup les centres universitaires de formation des maîtres réclamés par le colloque d'Amiens. Alors, je ne sais pas si on a fait ça en pensant au colloque d'Amiens, mais enfin, en tout cas, il semble que le vœu du colloque d'Amiens soit, cette fois-ci, appliqué. C'est une reconnaissance fondamentale. La création des IUFM, c'est reconnaître que tous les maîtres ont besoin d'une formation. Dit comme ça va peut-être vous paraître évident. À l'époque, ça ne l'est nullement. Et je vais y revenir. Il est de bon ton de considérer que les enseignants du second degré n'ont pas besoin de formation. Ils ont leur formation à l'université, un point c'est tout. Eh bien, en créant les IUFM, on reconnaît qu'ils ont besoin d'une formation au même titre que les professeurs des écoles. C'est là la grande nouveauté, et c'est la reconnaissance de la nécessité de changer les enseignants, justement. Si l'école change, eh bien les enseignants doivent changer avec eux, avec elle. 2 remarques quand même sur la création des IUFM par la loi de 89. Première remarque, ça a pris du temps. Depuis le colloque d'Amiens, il a fallu 20 ans. Depuis le décret Berthoin et l'ordonnance Berthoin de 59, il a fallu 30 ans. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique autour de cette question de la formation des enseignants. On reconnaît que oui, il faut former les enseignants, mais au fond, on ne peut pas dire qu'on soit très mobilisé là-dessus. Et s'il a fallu attendre 20 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas de demande particulièrement forte. Ça, c'est le premier problème. Si on veut réellement que la formation soit un lieu d'appropriation de la nouvelle norme, il vaut mieux que cette formation réponde à un besoin, bien sûr, mais surtout à une demande. Et s'il a fallu 20 ans pour créer ça, voire même 30 ans si on prend en compte le début de la reconnaissance officielle de la massification, s'il a fallu 30 ans pour le faire, c'est vraisemblablement qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Et deuxième remarque, c'est justement que s'il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est parce que on vient heurter des traditions.
Et c'est ces traditions que j'aimerais examiner avec vous tout de suite. C'est l'hostilité à la formation pédagogique. Et je voudrais montrer que ça tient de la tradition, parce que c'est ancien. Quand je vous disais qu'il était de bon ton à l'époque de considérer que les enseignants du second degré n'ont pas besoin de formation, bah c'est un peu ça que je voudrais examiner ici, à travers une citation, déjà, de Ferdinand Brunetière qui dit ces jeunes gens, et il parle des élèves de Normal Sup, de l'école normale supérieure, qui en fait préparent l'agrégation pour être professeur de lycée. Ces jeunes gens n'ont pas besoin qu'on leur enseigne la pédagogie. Ils l'ont eux-mêmes et d'eux-mêmes découverte. Ayons avant tout des professeurs qui ne songent qu'à professer et moquons-nous de la pédagogie. Bon, un trait qui se veut ironique, voire même humoristique, pas de la part d'un comique. C'est pas un comique troupier, Ferdinand Brunetière. Ferdinand Brunetière, c'est le directeur de l'école normale supérieure. Donc, c'est lui qui forme l'élite des professeurs de lycée et qui dit clairement qu'il faut se moquer de la pédagogie. Bon, s'il ose le dire de cette façon, c'est sans doute que ce mépris pour la pédagogie est reconnu et que ça correspond à une tendance assez forte. Et en fait, c'est un débat récurrent, ça fait longtemps qu'on voit les plus grands noms de l'université, donc des gens comme Brunetière, prendre position pour dire qu'en fait la pédagogie, ça ne fait que détourner de la vraie science, c'est de la fausse science, et que travailler la pédagogie, c'est le meilleur moyen de perdre le savoir qu'on acquiert par ailleurs. À côté, vous avez d'autres grands noms de l'université qui se sont battus pour qu'on mette en place une formation pédagogique. Alors pour les enseignants du secondaire, parce que les enseignants du primaire, bon, je vais y revenir, mais ils avaient une formation pédagogique, eux. Mais des gens comme Ernest Lavis, c'est l'historien, on va dire, officiel, enfin c'est l'historien reconnu comme celui qui a été le plus influent dans la rédaction des programmes scolaires et des manuels scolaires sous la Troisième République. Ernest Lavis, Émile Durkheim, qui est quand même le père de la sociologie française, Lucien Febvre, qui est l'un des plus grands historiens français, se sont battus pendant toute leur carrière pour qu'on mette en place une formation pédagogique pour les enseignants. Et en face, vous avez des gens comme Brunetière, qui estiment que c'est non seulement du temps perdu, mais voire même que c'est néfaste. Alors, le problème n'existe pas, ou du moins beaucoup moins, dans le premier degré, donc à l'école élémentaire. En fait, pour expliquer ça, il faut comprendre qu'il y a une tradition ancienne de la formation pédagogique, cette fois-ci. Non pas de l'hostilité, mais de la formation pédagogique dans l'école élémentaire. Parce que, tout simplement, il y a les écoles normales, créées par Guizot depuis les années 1830. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais enfin, c'est dans les années 1830 que ça a été lancé. Et les écoles normales, il faut bien mesurer ce que c'était. On les a créées sur le modèle des séminaires. Les séminaires, c'est là qu'on formait les prêtres. Et comment ça marche ? Eh bien, on est recruté très jeune pour y entrer. Les élèves qui rentraient à l'école normale étaient recrutés au certificat d'études ou après, en général, après 2 années d'école primaire supérieure, donc après leur brevet supérieur, voilà, ils entraient, donc à 15 ans, ils entraient à l'école normale d'instituteurs. Et ensuite, ils avaient toute une socialisation professionnelle qui se faisait de façon très progressive, exactement comme les prêtres au séminaire, qui rentraient très jeunes. Donc, on était encore adolescent, en fait, quand on devenait élève instituteur. Et en fait, ça prenait la forme d'une véritable initiation. Une initiation au sens anthropologique du terme. Donc, c'était un cheminement vers l'âge adulte qui se faisait dans un cadre, d'ailleurs, avec un internat. On était interne, donc ça renforce aussi l'esprit de corps. On portait la blouse qui était la même pour tous. Enfin, donc, il y avait une socialisation très forte qui se faisait très jeune dans les écoles normales. Et par conséquent, la formation qu'on recevait dans les écoles normales, qui était à la fois formation scientifique, on apprenait le français, les mathématiques, l'histoire, etc., et une formation pédagogique, une formation pratique, mais aussi de l'éducation physique, tout ce travail-là était fait à l'école normale pendant plusieurs années, en commençant très jeune. Et ça prenait la forme d'une véritable initiation.